Mes parents nous ont invités à dîner. Mon père a sorti un document et l'a lu. J'avais été rayé du testament pour l'avoir épousée. Tout le monde autour de la table le savait déjà. Ma femme m'a pris la main. Je n'ai pas dit un mot. Nous sommes simplement partis. 8 mois plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte en pleurs. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. Et il y a environ 8 mois, mon père m'a fait asseoir à une table de dîner devant toute ma famille et m'a dit que j'avais été effacé. Pas métaphoriquement, pas émotionnellement, bien que cela en fasse certainement partie. Je veux dire qu'il a littéralement sorti un morceau de papier plié de la poche poitrine de sa veste, l'a lissé comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours lors d'un mariage, et m'a informé que j'avais été retiré de la famille. La raison ? J'ai épousé la mauvaise femme. Du moins, mauvaise selon lui. Selon moi, elle est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Mais j'anticipe. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une petite banlieue chic près de Lyon. Un endroit plutôt agréable. Le genre de ville où tout le monde connaît votre nom de famille, celui de vos parents, et probablement aussi celui de votre grand-père. Mon père, Gérard, était un conseiller en gestion de patrimoine à la retraite qui gérait sa propre famille comme un portefeuille de placement qu'il devait administrer. Ma mère, Hélène, était le genre de femme qui maintenait la paix avec tant d'insistance qu'elle aurait mis le feu à toute la maison juste pour éviter une dispute. J'ai une sœur aînée, Chloé, qui a 3 ans de plus que moi, et un jeune frère, Lucas, qui est arrivé 5 ans après moi. En grandissant, nous étions proches tous les 3, de la manière dont les frères et sœurs le sont lorsqu'ils partagent un toit, mais pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Chloé était celle qui réussissait tout. Lucas était le benjamin, et j'étais l'enfant du milieu, doué pour suffisamment de choses pour éviter d'attirer l'attention, mais pas assez exceptionnel dans un domaine précis pour recevoir des éloges. Mon père avait une idée très précise de ce à quoi ressemblait la réussite. Elle lui ressemblait. Une carrière dans la finance, une maison qui impressionnait les voisins, une femme qui organisait des dîners et ne haussait jamais la voix. Il voulait que ses 3 enfants suivent ce modèle. Et il faut lui reconnaître que Chloé s'en est beaucoup approchée. Elle a épousé un homme nommé Arnaud qui travaille dans l'immobilier d'entreprise. Ils ont acheté une maison à 2 rues de chez mes parents. Et chaque dimanche, ils prenaient tous le déjeuner ensemble, comme un tableau de famille idéal que personne n'avait demandé. Lucas cherchait encore sa voie, ce que mon père tolérait parce que Lucas était le plus jeune et ne pouvait rien faire de mal. Cela me laissait moi, l'enfant du milieu, qui avait commis le péché impardonnable de devenir professeur d'histoire-géographie au lycée et de s'en porter parfaitement bien. Mon père n'a jamais dit qu'il était déçu par ma carrière, mais il n'en avait pas besoin. À chaque repas de Noël, c'était la même chose. Arnaud parlait d'un immeuble de bureau dont il avait conclu la vente, et mon père hochait la tête comme s'il regardait un coucher de soleil sur la mer. Ensuite, quelqu'un me demandait comment se passait le lycée et mon père disait quelque chose comme « Eh bien, au moins la sécurité de l'emploi est là ». C'était sa version de l'encouragement. J'ai appris à laisser couler parce qu'honnêtement, j'adorais mon travail. J'entraînais l'équipe de football des cadets du lycée. Je dirigeais un club d'histoire auquel les élèves venaient volontairement. Et je rentrais chez moi chaque jour avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important. Mon père pouvait bien garder ses tableaux de rentabilité. Puis j'ai rencontré Manon. Manon est entrée dans ma vie lors d'un repas de grillade dans le jardin d'un ami il y a 3 ans. Elle était là avec un ami commun, debout près de la glacière, en train de rire de quelque chose sur son téléphone. Elle dégageait une énergie que je ne peux décrire que comme naturellement magnétique. Elle n'essayait pas d'être le centre de l'attention. Elle l'était, tout simplement. Nous avons commencé à parler, entre toutes choses, d'un documentaire sur l'Empire romain. Et 2 heures plus tard, nous étions toujours debout près de cette glacière et tous les autres étaient rentrés à l'intérieur. À la fin de la soirée, j'avais son numéro et un sentiment dans la poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. Manon est métisse. Sa mère est d'origine guadeloupéenne, son père est blanc, et elle a grandi près de Bordeaux. Elle est ergothérapeute en pédiatrie et travaille avec des enfants sur le spectre de l'autisme. Elle est, sans exagération, la personne la plus gentille et la plus équilibrée que j'ai jamais rencontrée. Elle est aussi incroyablement drôle et vous battra à plate couture au Scrabble sans la moindre goutte de sueur. Je suis tombé profondément et rapidement amoureux. Et en moins de 6 mois, je savais que j'allais l'épouser. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer.
La première fois que j'ai ramené Manon à la maison pour rencontrer mes parents, mon père a été poli. Froid, mais poli. Il lui a serré la main, lui a posé quelques questions superficielles sur son travail, puis a passé le reste de la soirée à parler des taux d'intérêt avec Arnaud. Ma mère a fait plus d'efforts. Elle a complimenté la tenue de Manon, a posé des questions sur sa famille et a fait un réel effort pour l'inclure dans la conversation, mais il y avait quelque chose derrière ses yeux que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était plutôt de l'inconfort, comme si elle essayait de résoudre un problème de mathématiques qu'elle n'avait pas révisé. Après cette première visite, mon père m'a pris à part dans le garage et a dit, « Elle a l'air assez gentille, mais es-tu sûr qu'elle soit la bonne personne pour cette famille ?» Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là et il m'a jeté ce regard exercé d'ignorance feinte et a dit, « Je veux juste dire culturellement. Vous venez tous les deux de milieux très différents. » Je lui ai dit que Manon et moi avions beaucoup de points communs et que je n'appréciais pas l'insinuation. Il a levé les mains et a dit, « Je n'insinue rien. Je veille juste sur toi. » C'était le premier signal d'alarme. J'aurais dû y prêter plus d'attention. Au lieu de cela, j'ai mis ça sur le compte du côté maladroit et contrôlant habituel de mon père et j'ai continué d'avancer. Au cours de l'année et demie qui a suivi, les choses ont progressé avec Manon, et elles ont régressé avec ma famille. Chaque fois que je l'amenais à un événement familial, la température de la pièce chutait d'environ 5 degrés. Chloé était polie mais distante. Arnaud reconnaissait à peine la présence de Manon. Lucas était le seul qui semblait sincèrement à l'aise avec elle. Mais Lucas avait 23 ans et vivait dans son propre monde la moitié du temps. Donc, son soutien, bien qu'apprécié, n'avait pas beaucoup de poids dans la hiérarchie familiale. Mon père continuait à faire des commentaires qui étaient techniquement niables mais émotionnellement indubitables. Il faisait référence à la différence de nos éducations. Il demandait si la famille de Manon était à l'aise avec nous, comme si elle était une étudiante en échange et non une femme avec un diplôme universitaire qui payait son propre crédit immobilier. J'ai demandé Manon en mariage un mardi soir dans notre appartement parce qu'elle m'avait dit un jour qu'elle trouvait les demandes en public stressantes et qu'elle préférait que ce soit juste nous. Alors, j'ai cuisiné son plat préféré, j'ai mis la bague dans une petite boîte en bois sur la table et je lui ai demandé de m'épouser alors que nous étions tous les deux encore dans nos vêtements de travail. Elle a dit oui avant même que je ne termine la question. Ce fut le moment le plus heureux de ma vie. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère a dit « Félicitations » d'une voix qui donnait l'impression qu'elle lisait une carte de vœux. Mon père a dit « Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais. » Chloé a envoyé un texto qui disait juste « Ouah, bravo ». Pas de point d'exclamation, pas de frimousse, juste 10 lettres et un point. J'ai dit à Manon de ne pas s'en inquiéter. Je lui ai dit que ma famille finirait par s'y faire. J'y croyais à l'époque. J'avais tort. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard dans un petit domaine dans le Beaujolais. C'était magnifique. La famille de Manon est venue en force, riant, dansant et me serrant dans leurs bras comme si j'avais fait partie de leur famille toute ma vie. Mon côté était plus clairsemé. Ma mère est venue. Chloé est venue mais est partie tôt. Arnaud n'est pas venu du tout, invoquant une urgence professionnelle qui, j'en suis presque sûr, était fictive. Lucas était là et a prononcé un discours étonnamment sincère. Mon père est venu, s'est assis au dernier rang et est parti pendant la réception sans dire au revoir. Je l'ai regardé marcher vers sa voiture depuis la fenêtre de la salle. Et quelque chose dans ma poitrine s'est un peu brisé. Mais Manon m'a serré la main et a chuchoté, « Tu ne perds rien qui t'appartenait vraiment. » Et elle avait raison. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point elle avait raison. 3 mois après le mariage, ma mère a appelé et nous a invités à un dîner de famille. Elle a dit qu'il était grand temps et que tout le monde voulait célébrer notre mariage correctement. J'étais prudemment optimiste. Manon était prudemment sceptique. Elle a quand même mis une jolie robe et apporté une bonne bouteille de vin parce que c'est ce qu'elle est. Nous avons conduit jusqu'à la maison de mes parents avec les fenêtres baissées et la radio allumée. Et pendant environ 20 minutes, je me suis permis de croire que les choses allaient peut-être enfin s'arranger. Nous nous sommes garés dans l'allée et j'ai vu toutes les voitures. Le grand 4x4 de Chloé, la berline allemande d'Arnaud, la vieille citadine de Lucas. Toute la famille était là. Cela aurait dû être réconfortant. Au lieu de cela, mon estomac s'est noué d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Nous sommes entrés et la maison sentait le rôti de bœuf et quelque chose de sucré, peut-être une tarte tatin. Ma mère nous a accueillis à la porte avec une étreinte qui a duré un temps trop long.
Le genre d'étreinte qui ressemblait plus à des excuses anticipées qu'à une bienvenue. Elle a pris le vin des mains de Manon et a dit « Oh, tu n'aurais pas dû faire ça, ma chérie. » Sur un ton qui était chaleureux en surface, mais creux en dessous. La table de la salle à manger était dressée avec la belle vaisselle, celle que ma mère ne sortait que pour Noël et Pâques. C'était la deuxième chose qui clochait. C'était censé être un dîner de famille décontracté, mais la table avait l'air préparée pour une séance photo de magazine. Tout le monde était déjà assis quand nous sommes entrés. Chloé a fait un sourire aux lèvres pincées et a dit « Salut, vous deux ». Arnaud a hoché la tête sans lever les yeux de son téléphone. Lucas a fait un signe de la main du bout de la table et a dit « Ça va, frérot ?» Mon père était en bout de table, le dos droit, les mains croisées devant lui comme un juge sur le point de rendre un verdict. Il m'a regardé et a dit « Content que vous ayez pu venir ». Il n'a pas regardé Manon, pas même un coup d'œil. Nous nous sommes assis et ma mère a commencé à servir le repas. La conversation était légère au début. Chloé a parlé de la rénovation de leur salle de bain d'amis. Lucas a parlé d'un voyage de randonnée qu'il préparait. J'ai raconté l'histoire d'un de mes élèves qui m'avait accidentellement appelé papa en classe, ce qui a provoqué un rire sincère de la part de Lucas et un petit rire poli de ma mère. Manon a complimenté le rôti, et ma mère a dit « merci » et d'une voix si basse qu'elle s'est à peine entendue. L'ensemble donnait l'impression que tout le monde lisait un scénario et que la vraie scène n'avait pas encore commencé. Environ 20 minutes après le début du dîner, mon père s'est raclé la gorge. Pas un raclement de gorge normal. C'était le genre de raclement de gorge délibéré et théâtral qu'un homme fait quand il veut que la pièce fasse silence. Et cela a fonctionné. Tout le monde s'est tu. Les fourchettes se sont posées. Les regards se sont tournés vers lui. Il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste, dont je réalisais seulement maintenant qu'il la portait pour un dîner de famille dans sa propre maison, et en a sorti un morceau de papier plié. Il l'a déplié lentement, l'a lissé sur la table avec ses deux paumes et a ajusté ses lunettes de lecture. « Julien, a-t-il dit, ta mère et moi avons fait de la planification successorale récemment. Nous avons mis à jour notre testament et nos assurances-vie, et nous avons estimé qu'il était important d'être transparent avec la famille concernant ces changements. » Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais je ne savais pas encore pourquoi. Je suis juste resté assis là, tenant ma fourchette comme un idiot, attendant ce qui allait arriver. Il a baissé les yeux sur le papier et a commencé à lire. La maison, a-t-il dit, irait à Chloé et Arnaud. La maison de campagne en Bourgogne irait à Lucas. Les portefeuilles de placement seraient répartis entre Chloé et Lucas. Le capital de l'assurance vie serait réparti entre Chloé et Lucas. Il a lu chaque ligne comme s'il présentait un bilan financier à un conseil d'administration. Et pas une seule fois il n'a prononcé mon nom. Pas une seule fois. Quand il a fini de lire, il a replié le papier, l'a posé sur la table à côté de son assiette et m'a regardé. Nous avons estimé que c'était l'arrangement le plus équitable compte tenu des circonstances. Je suis resté assis en silence pendant ce qui m'a semblé être une heure, mais qui a probablement duré 10 secondes. La pièce était d'un silence de mort. Personne ne mangeait. Personne ne bougeait. Et puis j'ai regardé autour de la table, et c'est là que j'ai compris. Personne n'était surpris. Chloé fixait son assiette comme si elle essayait de se rendre invisible par la force de sa volonté. Arnaud était penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, l'air presque ennuyé. Lucas jouait nerveusement avec sa serviette, la mâchoire serrée, évitant mon regard. Ma mère avait les mains sur les genoux et son regard était fixé quelque part près du centre de table, clignant rapidement des yeux. Ils le savaient tous. Chacun d'entre eux le savait avant que je franchisse cette porte. Ce n'était pas un dîner. C'était une condamnation. Quelle circonstance, ai-je dit, ma voix sortant plus bas que je ne l'avais prévu. Mon père a enlevé ses lunettes et les a posées sur la table. Julien, tu as fait un choix qui, selon nous, ne correspond pas aux valeurs et à la direction de cette famille. Nous avons fait connaître nos sentiments et tu as choisi d'aller de l'avant malgré tout. Nous respectons ton droit de prendre cette décision. Mais nous avons aussi le droit de prendre la nôtre. Un choix, ai-je répété. Tu veux dire ma femme. Il n'a pas bronché. Je veux dire le chemin que tu as choisi. J'ai regardé ma mère. Maman, tu étais d'accord avec ça. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit, ton père et moi en avons discuté. C'est ce que nous avons pensé être le mieux pour tout le monde.
Tu exclus ton propre fils du testament et tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, ai-je dit. Personne ne t'exclut de quoi que ce soit, a dit mon père. Et sa voix avait ce ton tranchant, cette colère contrôlée qu'il utilisait toujours quand il sentait que quelqu'un contestait son autorité. Tu fais toujours partie de cette famille. Il s'agit d'actifs, de patrimoine, de s'assurer que les ressources de la famille aillent là où elles seront correctement gérées. Correctement gérées, ai-je dit, et je sentais mes mains commencer à trembler sous la table. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Dis ce que tu penses vraiment pour une fois dans ta vie. Il m'a dévisagé. La pièce a retenu son souffle, puis il a dit, cela veut dire que je ne crois pas que ton foyer actuel reflète les valeurs sur lesquelles nous avons bâti cette famille. Et je ne vais pas financer une direction que je ne soutiens pas. C'était dit. Il n'a pas prononcé son nom. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde à cette table savait exactement ce qu'il voulait dire, et personne n'a dit un mot pour le contester. Je me suis tourné vers Chloé. Tu étais au courant. Chloé a levé les yeux et son visage était rouge. Julien, je veux dire, papa nous l'a dit la semaine dernière. Je ne pensais pas que c'était à moi de. À toi de quoi? De me prévenir. De me dire que je marchais vers une embuscade. Ce n'est pas une embuscade, a dit mon père, c'est une conversation de famille. Non, ai-je dit, une conversation de famille, c'est quand on parle avec quelqu'un. Ça, c'est une représentation. Vous nous avez invités ici pour pouvoir m'humilier devant tout le monde et vous assurer que je savais exactement où j'en étais. La table est redevenue silencieuse. J'entendais l'horloge faire tic-tac dans le couloir. J'entendais Manon respirer à côté de moi, lentement et régulièrement, comme si elle tenait le coup par la seule force de sa volonté. Je l'ai regardée. Son visage était impassible, mais ses yeux étaient vitreux. Elle n'allait pas pleurer devant ces gens. Je savais cela d'elle. Elle tiendrait le coup jusqu'à ce que nous soyons seuls, et ensuite elle se laisserait aller. Et je l'aimais pour ça. Et je détestais ma famille de la mettre dans une position où elle devait le faire. Manon a tendu le bras et a pris ma main sous la table. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste accrochée. Et dans cette étreinte, j'ai senti quelque chose changer en moi. La colère n'a pas disparu, mais elle est devenue silencieuse. Elle a cessé de bourdonner et a commencé à s'aiguiser. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Chloé, Arnaud et Lucas. Chaque visage à cette table. Et j'ai pris une décision. J'ai reculé ma chaise, je me suis levé et j'ai dit « Merci pour le dîner ». C'était tout. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas donné le combat auquel il s'était clairement préparé. Manon s'est levée à côté de moi, et nous sommes sortis de cette salle à manger, avons traversé le couloir, sommes passés devant les photos de famille sur le mur qui apparemment ne m'incluaient plus, et sommes sortis par la porte d'entrée. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai mis la clé dans le contact, et je suis resté assis là. Manon n'a pas dit un mot. Elle a juste continué à me tenir la main. Au bout d'environ 2 minutes, elle a dit « Ça va ». J'ai secoué la tête. Non. D'accord, a-t-elle dit. Alors rentrons à la maison. Tout le trajet s'est passé en silence. Quand nous nous sommes garés devant notre immeuble, j'ai éteint le moteur et je suis resté assis là. Puis j'ai dit, il a planifié ça. Il l'a répété. Il a porté une veste dans sa propre salle à manger pour pouvoir sortir un morceau de papier de sa poche comme une sorte d'avocat au tribunal. Manon a hoché la tête. Je sais. Et personne ne m'a rien dit. Je sais. J'en ai fini, ai-je dit. J'en ai fini d'essayer de gagner leur approbation. Manon a serré ma main une fois de plus et a dit, de quoi que tu aies besoin, je suis là. Nous sommes rentrés. Manon a fait du thé et s'est assise à côté de moi sur le canapé sans dire un mot. Elle n'a pas essayé de réparer les choses. Elle n'a pas offert de platitude. Elle a simplement existé à côté de moi pendant que j'assimilais le fait que mon propre père venait de me renier avec une présentation formelle lors d'un dîner de rôti de bœuf. Si ce n'était pas si dévastateur, ce serait presque drôle. Presque. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté couché dans mon lit à rejouer chaque moment. Le papier plié, la veste. La façon dont mon père a dit au foyer actuel, comme si Manon était une action qu'il ne voulait pas dans son portefeuille. Il ne m'a pas seulement retiré de son testament.
Il m'a invité à dîner pour que je le regarde faire. Il voulait que Manon soit assise là et qu'elle le ressente. Ce n'était pas de la planification successorale. C'était de la cruauté déguisée avec une veste et un bout de papier plié. Le lendemain matin, quelque chose était différent. La tristesse était toujours là, posée sur ma poitrine comme une pierre. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus dur. Quelque chose qui chuchotait, ils pensent que tu as besoin d'eux. Prouve-leur qu'ils ont tort. La première semaine après ce dîner a été la plus dure. J'allais au travail tous les jours, je me tenais devant mes élèves, je leur enseignais la Révolution française, le Front populaire et la chute de Rome, et je faisais semblant que ma propre famille ne venait pas de s'effondrer. Je souriais quand les élèves faisaient des blagues. Je donnais des commentaires sur des dissertations. Je dirigeais l'entraînement de football et j'annonçais la composition de l'équipe comme si de rien n'était. Mais chaque soir, je rentrais chez moi, je m'asseyais sur le canapé et je sentais le poids de tout cela retomber sur ma poitrine comme une couverture mouillée dont je ne pouvais pas me défaire. Manon m'a observé attentivement pendant cette première semaine. Elle ne m'a pas brusqué, elle n'a pas fouillé, elle s'est juste assurée qu'il y ait de la nourriture sur la table et que l'appartement ne tombe pas en ruine alors que je m'effondrais silencieusement à l'intérieur. Le 4e soir, elle s'est assise à côté de moi et a dit « Tu as le droit d'être en colère, Julien. Tu n'as pas besoin d'être fort pour moi en ce moment. » Je ne suis pas fort, ai-je dit, je suis anesthésié. Il y a une différence. Elle a hoché la tête. Je sais, mais l'anesthésie a une date d'expiration. Quand elle se dissipera, je serai juste là. Elle avait raison. Le 6e jour, l'anesthésie s'est brisée et tout a afflué. J'étais assis dans ma voiture après l'entraînement, regardant les derniers élèves se faire récupérer par leurs parents, et j'ai juste craqué. J'ai serré le volant et j'ai pleuré d'une façon dont je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. Pas seulement à propos du testament, à propos de tout. À propos de chaque repas de Noël où mon père regardait à travers moi. À propos de chaque dîner de famille où je me sentais comme un invité dans ma propre maison. À propos du fait que les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement avaient finalement des conditions. Et ces conditions concernaient apparemment la personne avec qui j'avais choisi de construire ma vie. Je suis resté assis dans cette voiture pendant 20 minutes. Quand j'ai eu terminé, j'ai essuyé mon visage, j'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai franchi la porte en ayant l'air d'avoir été pris dans une tempête de pluie. Manon m'a jeté un regard, a passé ses bras autour de moi et a dit « Le voilà. Maintenant, nous pouvons commencer. » Et elle avait raison sur ce point, aussi. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter d'attendre que quelqu'un de ma famille me contacte. Au cours des 2 semaines qui ont suivi le dîner, j'avais reçu exactement 0 appel, 0 texto et 0 signal de fumée de quiconque portant mon nom de famille. Chloé n'a rien envoyé. Lucas a envoyé un texto qui disait « Eh, mec. Je suis désolé pour ce qui s'est passé », puis il a fait silence radio quand je lui ai demandé s'il était au courant à l'avance. Ma mère a envoyé un texto qui disait « Je t'aime, Julien ». Sans suite, sans reconnaissance de ce qui s'était passé, sans proposition de parler, juste 3 mots flottants dans le vide comme un trophée de participation pour la pire nuit de ma vie. Mon père n'a rien envoyé. Bien sûr que non. Il avait dit ce qu'il voulait dire. La veste était de retour dans le placard et le papier était de retour dans le tiroir. Et pour ce qui le concernait, l'affaire était close. Alors, je l'ai close aussi. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas envoyé de message d'adieu dramatique. J'ai juste arrêté de les contacter, arrêté d'appeler, arrêté de me montrer. S'ils voulaient que je parte, je serais parti. Mais je n'allais pas disparaître silencieusement. J'allais disparaître bruyamment en vivant si bien que le silence de mon côté serait assourdissant. Manon et moi parlions depuis un moment de l'achat d'une maison. Nous avions économisé lentement et soigneusement parce que les professeurs et les ergothérapeutes en pédiatrie ne roulent pas exactement sur l'or, mais nous avions été disciplinés. Nous avions un solide fonds de précaution et un apport personnel qui était presque là où il devait être. La semaine après le dîner, Manon est rentrée à la maison et m'a dit qu'un de ses collègues quittait son cabinet et qu'il y avait une ouverture pour un poste d'ergothérapeute référent. Un meilleur salaire, plus d'autonomie, et la possibilité de développer un nouveau programme d'intervention précoce. Elle a postulé. 2 semaines plus tard, elle l'a eu. L'augmentation de salaire était suffisamment importante pour que notre calendrier d'achat de maison soit avancé d'environ 6 mois. Pendant ce temps, j'avais fait mes propres calculs.
L'entraîneur principal de l'équipe du lycée, un type nommé Didier, qui était là depuis 19 ans, a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année scolaire. Le poste était accompagné d'une prime, d'un meilleur bureau et de véritables ressources. J'ai postulé, j'ai passé un entretien et je l'ai eu. La proviseure adjointe, une femme pragmatique nommée Catherine, m'a dit que j'étais son premier choix parce que les élèves me respectaient et que je venais réellement à chaque entraînement, ce qui était apparemment une barre plus haute que ce que la plupart des gens franchissaient. De petites victoires. C'est de cela qu'il s'agissait pendant ces 2 premiers mois. De petites victoires s'empilant comme des briques. Chacune étant un petit morceau de la vie que Manon et moi construisions ensemble. Nous avons trouvé une maison en avril, un pavillon avec 3 chambres, un grand jardin à l'arrière et un porche qui réclamait des chaises. Elle nécessitait quelques travaux, mais elle était à nous. Le jour où nous avons signé, Manon et moi nous sommes assis sur le sol nu du salon avec des boîtes de plats à emporter entre nous. Et elle a dit, ton père voulait contrôler ce dont tu allais hériter. Regarde ce que tu as construit à la place. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai dit, je me suis marié bien au-dessus de mes moyens. Elle a dit, évidemment. Et a volé mon dernier nem. À peu près à la même époque, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un de mes anciens élèves, un garçon nommé Enzo, qui avait obtenu son baccalauréat 2 ans plus tôt, m'a contacté et m'a dit qu'il avait lancé une émission audio en ligne sur les moments négligés de l'histoire et que mon club l'avait inspiré. Il m'a demandé si je voulais venir en tant qu'invité. J'ai dit, bien sûr. Pensant que peut-être 12 personnes l'écouteraient. L'épisode a été repris par un site d'éducation, puis par un réseau de ressources pour enseignants, et en un mois, j'avais 3 autres émissions qui me demandaient de venir. Des enseignants de toute la région me contactaient, me demandaient des conseils, partageaient leurs propres histoires. Je n'étais pas célèbre. Je ne gagnais pas d'argent avec ça. Mais j'étais reconnu pour quelque chose qui me tenait à cœur, et cela m'a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène après des mois de suffocation. Le nouveau poste de Manon prospérait également. Elle avait construit le programme d'intervention précoce à partir de 0, embauché 2 nouveaux thérapeutes et recevait des recommandations de pédiatres de toute la région. Elle faisait de plus longues heures, mais rentrait à la maison pleine d'énergie, parlant des percées de ses petits patients, planifiant des ateliers, collaborant avec des écoles. La regarder s'illuminer en parlant de son travail était l'une de mes choses préférées. Elle avait cette façon de décrire ses patients qui vous donnait l'impression que chacun d'entre eux était l'enfant le plus important du monde. Parce que pour elle, il l'était. Nous nous sommes installés dans la maison, avons peint les murs, réparé le robinet qui fuyait, planté un potager que Manon jurait d'entretenir et que je savais que je finirais par désherber. Nous avons adopté un chien au refuge, un croisé maladroit nommé Victor, parce que je suis professeur d'histoire et que je n'ai pas pu m'en empêcher. Nous invitions des amis pour des repas le dimanche et nous nous asseyions sur le porche le soir. C'était une vie calme, normale et belle, le genre de vie que mon père pensait apparemment que je ne méritais pas. Pendant tout ce temps, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. Chloé ne m'a pas contacté quand j'ai publié des photos de la nouvelle maison. Ma mère n'a pas appelé au sujet de ma promotion d'entraîneur. Mon père était un mur de silence, ce qui honnêtement était moins douloureux que sa présence ne l'avait été. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait le mien. Mais voici la chose à propos de construire une belle vie après que quelqu'un vous ait dit que vous ne le pouviez pas. Cela ne vous guérit pas seulement. Cela vous aiguise. Chaque mois qui passait, chaque petite victoire, chaque nuit passée à rire avec Manon sur notre porche avec Victor à nos pieds, je me sentais plus solide, plus sûr de moi, plus comme la personne que j'étais toujours censé être. Et quelque part dans un coin de mon esprit, une voix silencieuse disait, ils vont revenir. Ils reviennent toujours. Et quand ils le feront, tu seras prêt. Je ne savais pas à quel point cette voix avait raison, mais environ 6 mois après le dîner, j'ai reçu le premier signe. Lucas m'a appelé un jeudi soir, ce qui était inhabituel parce que Lucas communiquait presque exclusivement par des textos et des images drôles. Il avait l'air bizarre, pas vraiment contrarié, mais mal à l'aise. Il a dit, « je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment va la maison ?» Nous avons discuté pendant environ 10 minutes. De choses banales. Il m'a dit qu'il avait trouvé un nouveau travail dans une entreprise de loisirs de plein air et qu'il songeait à reprendre ses études en sciences de l'environnement. Je lui ai parlé du poste d'entraîneur et de mes apparitions dans les émissions audio. Et puis, juste avant de raccrocher, il a dit quelque chose qui m'a marqué. « Julien, les choses à la maison sont différentes.
Papa est. Je ne sais pas silencieux. Maman pleure beaucoup. Chloé et Arnaud ont des problèmes. C'est comme si toute la maison s'était décalée quand tu es parti. Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai dit, ce n'est pas mon problème à régler, Lucas. Je sais, a-t-il dit. Je te le dis, c'est tout. J'apprécie ça, ai-je dit, mais ils ont fait leur choix et j'ai fait le mien. Nous avons raccroché. Je suis resté assis sur le porche pendant un moment après ça, écoutant les grillons et grattant Victor derrière les oreilles. Quelque chose était en train de changer. Je pouvais le sentir. La famille qui m'avait repoussé commençait à sentir la forme du vide que j'avais laissé. Et pour la première fois, je ne me sentais pas triste à ce sujet. Je me sentais prêt. 2 semaines après l'appel téléphonique de Lucas, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas vu venir. J'étais au lycée, assis dans mon bureau après l'entraînement, en train de visionner la vidéo d'un match à venir quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de Chloé, le premier en plus de 6 mois. Il disait, « Eh, Julien, on peut parler ? Juste toi et moi. Pas de papa. » J'ai fixé ce message pendant bien 5 minutes. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une partie de moi voulait répondre par quelque chose de mesquin. Mais la partie de moi que Manon avait aidé à reconstruire, la partie qui était ancrée et stratégique au lieu d'être réactive, m'a dit de l'écouter. Alors j'ai répondu, bien sûr, autour d'un café. Le samedi, nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Chloé était déjà là à mon arrivée, assise à une table d'angle, les mains enroulées autour d'une grande tasse comme si elle essayait d'en absorber la chaleur. Même s'il faisait 24 degrés dehors, elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. La version soignée et impeccable de ma sœur qui se présentait habituellement aux événements familiaux avait disparu. Et à sa place, il y avait quelqu'un qui avait l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des mois. « Salut » a-t-elle dit quand je me suis assis. « Salut. » Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, « Je te dois des excuses. » Des vrais. Pas un texto, pas un coup de fil. En face à face. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je savais ce que papa allait faire à ce dîner, a-t-elle dit. Il nous l'a dit, Arnaud et moi, une semaine avant. Il a dit qu'il restructurait le patrimoine et qu'il allait faire une annonce. Il a appelé ça une réunion de famille. Il n'a pas utilisé le mot renier. Mais l'intention était évidente. Et je ne t'ai pas prévenu. Je n'ai rien dit. Je me suis assise là, j'ai regardé faire et j'en suis malade depuis. Alors pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, ai-je demandé. Pas avec colère. Juste une question sincère. Chloé a baissé les yeux sur son café. Parce que j'avais peur. Papa a cette emprise sur notre famille, Julien. Il contrôle les choses. L'argent, les biens, l'approbation. Il fait planer ce testament au-dessus de nos têtes depuis que nous sommes adolescents. Quand il m'a parlé des changements. Mon premier instinct a été de protéger ma propre position, et je me déteste pour ça, mais c'est la vérité. J'ai laissé planer ça un moment. Puis j'ai dit, j'apprécie que tu sois honnête. Il y a plus, a-t-elle dit. Elle m'a dit que depuis le dîner, les choses dans la famille s'étaient considérablement détériorées. Mon père, qui avait toujours été contrôlant mais fonctionnel, était devenu de plus en plus isolé. Il s'était disputé avec Arnaud au sujet d'un conseil en investissement, et tous les deux se parlaient à peine. Le mariage de Chloé et Arnaud était tendu, en partie à cause de la tension familiale, et en partie parce qu'Arnaud s'était montré dédaigneux quant aux sentiments de Chloé sur ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit que la réponse d'Arnaud lorsqu'elle avait exprimé sa culpabilité au sujet du dîner avait été « l'argent de ton père, les règles de ton père ». Elle a dit que c'était le moment où elle avait réalisé qu'Arnaud n'était peut-être pas le partenaire qu'elle pensait. Et puis il y avait ma mère. Chloé a dit qu'Hélène était un désastre. Pleurant régulièrement, allant à l'église plus souvent, parlant de moi dans des conversations où je n'étais pas le sujet. Chloé a dit qu'elle avait entendu ma mère dire à une amie au téléphone, « J'ai perdu mon fils à cause d'un morceau de papier », mais elle n'avait toujours pas décroché le téléphone pour m'appeler directement, du moins pas de manière significative. Ce seul texto, « Je t'aime, Julien », était tout ce qu'elle avait réussi à faire. Chloé a dit qu'elle pensait que notre mère était paralysée par la culpabilité et par la peur de la réaction de mon père si elle me contactait dans son dos. Elle a peur de lui, ai-je demandé. Chloé a secoué la tête.
Pas peur de lui physiquement. Peur des conséquences. Si elle va contre lui sur ce point, elle a peur qu'il se retourne contre elle aussi. Tu sais comment il est. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Je savais exactement comment il était. J'avais vécu sous ce toit pendant 18 ans. Chloé et moi avons parlé pendant près de 2 heures. Elle m'a dit qu'elle voulait reconstruire notre relation, que je lui manquais, et qu'elle comprenait si j'avais besoin de temps, d'espace, ou des deux. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle vienne me voir et que je n'allais pas faire semblant que tout allait bien, mais que je n'allais pas non plus la punir pour avoir été honnête. Nous avons convenu de rester en contact, pas de manière théâtrale, pas par obligation, mais sincèrement. Quand nous avons quitté le café, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Manon est merveilleuse ». J'aurais dû dire ça il y a longtemps. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Quand je suis rentré à la maison, j'ai tout raconté à Manon. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est quelque chose qu'elle fait et dont je ne cesserai jamais d'être reconnaissant. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» Prudemment plein d'espoir, ai-je dit, mais aussi comme si je regardais des pièces d'échecs se déplacer, et que je devais faire attention à celles auxquelles je fais confiance. Bon instinct, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien pour l'instant, ai-je dit. Je veux les laisser venir à moi. Tous. Je ne cours plus après l'approbation. S'ils veulent faire partie de ma vie, ils doivent se présenter correctement. Pas avec un texto, pas avec un rendez-vous autour d'un café. Ils doivent regarder Manon et voir ce que je vois. Et ils doivent le dire à voix haute. Manon m'a souri. Depuis quand es-tu devenu si stratégique? J'ai épousé une thérapeute, ai-je dit. Un peu à déteint sur moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les apparitions que j'avais faites avaient commencé à gagner une réelle ampleur. Le rectorat de l'Académie de Lyon m'a contacté et m'a demandé de prendre la parole lors de leur conférence annuelle sur les approches innovantes de l'enseignement de l'histoire. La conférence se tenait à Lyon, ce qui signifiait qu'elle était à environ 20 minutes de la maison de mes parents. L'organisatrice, une femme nommée Élodie, m'a dit qu'ils avaient écouté mes interventions et pensaient que je serais l'orateur principal idéal pour leur session du samedi matin. Orateur principal. Moi, l'enfant du milieu qui avait choisi une carrière que son père considérait à peine un cran au-dessus du bénévolat. J'ai dit oui immédiatement. Et puis j'ai fait quelque chose que je ne devrais probablement pas admettre. J'ai vérifié le site internet de la conférence et j'ai vu qu'elle serait couverte par les informations locales de France 3 parce que le conseil régional la coparrainait dans le cadre d'une initiative éducative. Il y aurait la presse, il y aurait des photos, il y aurait une trace publique de Julien, la déception, se tenant sur une scène dans sa ville natale et célébré pour la carrière exacte que son père avait rejetée. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir apprécié cette pensée. Je suis humain. Pendant ce temps, Manon avait ses propres nouvelles. Elle avait été approchée par la direction du réseau des hôpitaux pédiatriques pour étendre son modèle d'intervention précoce à 3 sites supplémentaires à travers la région. Il voulait financer un programme pilote et il voulait que Manon le dirige. Le salaire était une augmentation significative et, plus important encore, cela la mettrait en position d'aider des centaines d'autres enfants. Elle en était électrisée. Je la regardais faire les 100 pas dans le salon, esquissant ses plans, parlant de personnel, de protocoles de formation et d'évaluation des résultats, et je pensais. C'est la femme que mon père ne jugeait pas assez bien pour sa famille. Cette femme qui est sur le point de changer le paysage de la thérapie pédiatrique dans la région. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu s'y étouffer. J'ai appelé Lucas et je lui ai parlé de la conférence. Il a dit qu'il essaierait de venir. Je l'ai dit à Chloé et elle a dit qu'elle serait là pour sûr. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais la façon dont l'information circulait dans les petites villes. Le mot leur parviendrait. C'était toujours le cas. La semaine avant la conférence, je me suis assis sur mon porche avec Victor endormi à mes pieds et Manon lisant à côté de moi. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la colère, pas de la tristesse, pas même de la revanche. C'était quelque chose de plus calme que ça. C'était la satisfaction profonde et viscérale de savoir que j'avais construit quelque chose de réel. Une carrière dont j'étais fier. Une maison que j'aimais. Un mariage qui était la chose la plus forte de ma vie. Et rien de tout cela, pas un seul morceau, ne venait de l'approbation de mon père ou de son argent ou de son bout de papier plié.
Il pensait que me retirer du testament me ferait obéir. Au lieu de cela, cela m'a libéré. La veille de la conférence, Manon a préparé mon costume et a dit, « Tu vas être incroyable demain. » Et si je ne le suis pas, ai-je dit. Parce que même les gens confiants deviennent nerveux parfois. Elle m'a regardé avec ses yeux bruns assurés et a dit, « Julien, tu as changé la vie d'élève dans une classe avec un tableau blanc et un budget de pratiquement rien. Tu vas te tenir sur une scène et raconter cette histoire, et les gens vont la ressentir. Fais-moi confiance. » Je lui faisais confiance. Je l'ai toujours fait. Et pour la première fois, je me faisais aussi totalement confiance. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la conférence n'allait pas être le grand moment. Ça allait être ce qui s'est passé après. Parce que pendant que je me préparais à me tenir devant une salle remplie d'éducateurs pour raconter mon histoire, ma mère se préparait à se tenir sur mon porche d'entrée pour raconter la sienne. La conférence s'est déroulée un samedi matin, à la mi-octobre. Le lieu était un centre de congrès au centre-ville de Lyon, le genre d'endroit avec de hautes fenêtres, trop de chaises et la faible odeur de nettoyant industriel pour moquette. Je me tenais dans les coulisses en écoutant le bourdonnement étouffé de quelques centaines d'éducateurs qui entraient et mes mains tremblaient juste assez pour que je doive poser mon café. Manon était au premier rang. Lucas était venu, assis près du fond, ayant l'air légèrement déplacé parmi tous les enseignants, mais souriant de toutes ses dents quand il a croisé mon regard. Chloé était là aussi, 3 rangées derrière Manon, et elle m'a fait un petit signe de la main qui m'a semblé plus sincère que tout ce qu'elle m'avait offert depuis des années. Je suis monté sur scène, j'ai ajusté le microphone, et pendant environ 2 secondes, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Puis j'ai regardé Manon, et elle a articulé sans le son, « Tu vas assurer. » Et juste comme ça, la nervosité s'est dissipée. J'ai parlé pendant 40 minutes. J'ai parlé de choisir l'enseignement quand tout le monde autour de moi le traitait comme un prix de consolation. J'ai parlé du club d'histoire, d'Enzo et de son émission en ligne, de regarder des élèves qui détestaient l'école entrer dans ma classe et trouver quelque chose qui les rendait curieux. J'ai parlé de la façon dont l'éducation ne consiste pas à réussir des examens. Il s'agit de donner à un jeune une raison de continuer à se présenter. Je n'ai pas mentionné mon père par son nom. Je n'en avais pas besoin. Quand j'ai terminé, la salle s'est levée. Je pense que c'est parce que j'ai dit la vérité, et que les enseignants ne l'entendent pas assez. Manon était debout avant tout le monde, applaudissant avec des larmes coulant sur son visage. Lucas sifflait comme s'il était à un match de football. Même Chloé était debout, la main pressée contre sa bouche. Après le discours, des gens sont venus me serrer la main et me raconter leurs propres histoires. Un journaliste de France 3 a demandé un rapide entretien. Élodie m'a dit que c'était la meilleure intervention qu'ils aient eue en 5 ans. Lucas m'a pris à part et m'a dit, « Mec, je n'avais aucune idée que tu étais si doué pour ça. » Chloé m'a pris dans ses bras et a dit, « Maman et papa auraient dû être là. » Je n'ai pas répondu à ça. Le reportage a été diffusé ce lundi soir-là. Manon m'a dit qu'ils avaient utilisé un extrait de moi disant quelque chose sur le fait que les meilleurs enseignants se souviennent de ce que c'était que d'être un enfant qui avait besoin que quelqu'un croie en lui. Apparemment, ma mère l'a vu aussi. Parce que 3 jours plus tard, elle s'est présentée à ma porte. C'était un jeudi après-midi. Manon était au travail. J'étais dans la cuisine, préparant le déjeuner et corrigeant des copies simultanément, ce qui est une compétence qu'on ne vous enseigne pas pour devenir professeur, mais qu'on devrait. Victor a commencé à aboyer à la porte d'entrée, ce qui signifiait généralement un livreur ou un écureuil particulièrement audacieux. J'ai ouvert la porte et ma mère était là, debout sur mon porche, portant un gilet et des chaussures plates, tenant un petit sac cadeau, avec du mascara coulant sur ses 2 joues. « Julien » a-t-elle dit, et puis elle a commencé à pleurer. Pas les pleurs calmes et dignes qu'elle avait eues au dîner. C'étaient les pleurs désordonnés, les épaules tremblantes, sans pouvoir reprendre son souffle, qui viennent de quelque part au plus profond. Je suis resté là un moment. J'avais imaginé ce scénario une 12aine de fois au cours des 8 derniers mois. Et dans chaque version, j'avais été froid et maître de moi, et peut-être un peu glacial, mais en regardant ma mère s'effondrer sur mon porche, tout ce détachement répété s'est évaporé. J'ai dit, « Entre, maman. » Elle s'est assise sur mon canapé et a pleuré pendant 5 minutes d'affilée pendant que Victor était assis à ses pieds l'air inquiet. Je lui ai apporté un verre d'eau et une boîte de mouchoirs, je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle et j'ai attendu. Quand elle a finalement repris assez ses esprits pour parler, elle a dit « J'ai vu les informations.
Je t'ai vu sur cette scène. Et j'ai réalisé que j'avais tout raté. J'ai raté ton mariage. J'ai raté ta maison. J'ai raté que tu deviennes cette personne. Et c'est parce que j'étais trop lâche pour tenir tête à ton père. Je l'ai laissé parler. Elle m'a raconté que le soir du dîner, elle voulait arrêter mon père. Elle a dit qu'elle s'était disputée avec lui en privé pendant 2 semaines auparavant, l'avait supplié de ne pas en faire une annonce publique, lui avait dit qu'il allait me perdre, mais elle avait capitulé. Elle a dit qu'elle avait commencé à voir un thérapeute, sa première fois, et que le thérapeute l'avait aidé à comprendre que son silence n'était pas du maintien de la paix. C'était de la complaisance. Je l'ai encouragée, a-t-elle dit. Pendant 37 ans, je l'ai laissé tout contrôler parce que j'avais peur de l'alternative, et l'alternative était juste de se lever et de dire que c'était mal. C'est tout ce qu'il aurait fallu, 2 mots, et je n'ai pas pu le faire. J'ai laissé reposer ça. Puis j'ai dit, maman, j'apprécie que tu sois venue ici. Vraiment, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé à ce dîner ne concernait pas seulement un testament. Papa a pris la décision calculée de m'humilier, moi et ma femme. Devant toute la famille parce qu'il n'approuve pas qui elle est. Et tu as laissé faire. Chloé a laissé faire. Lucas a laissé faire. Chaque personne à cette table a choisi le silence. Ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner avec un sac cadeau et des excuses. Elle a hoché la tête, pleurant toujours. Je sais. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande de me laisser essayer. Laisse-moi le mériter. Comment, ai-je dit? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, j'ai dit à ton père la semaine dernière que je ne marchais plus là-dedans. Je lui ai dit que te retirer du testament était la pire décision que nous ayons jamais prise et que je voulais que ce soit annulé. Il a refusé. Alors, je lui ai dit que s'il ne l'annulait pas, je demandais la séparation de corps. Je serai honnête, je n'avais pas vu venir ça. Ma mère, la femme qui avait passé toute sa vie d'adulte à s'en remettre à mon père, avait tracé une ligne. Je suis resté assis là un moment à assimiler. Tu as dit à papa que tu le quitterais. Je l'ai fait, et je le pensais. J'ai déjà parlé avec un avocat. Ton père pense que je bluffe. Il a tort. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. De l'acier, pas de la colère, pas de la bravade, juste la certitude silencieuse et inébranlable d'une femme qui avait finalement décidé qu'être à l'aise était moins important qu'être dans le vrai. Manon est rentrée à la maison environ 1 heure plus tard pour trouver ma mère et moi assis sur le porche avec Victor entre nous, buvant du thé dans un silence qui n'était pas gênant, mais qui n'était pas totalement confortable non plus. Manon s'est arrêtée en bas des marches, a regardé ma mère et a dit « Madame Hélène, c'est bon de vous voir ». Ma mère s'est levée, a descendu les marches et a serré Manon dans ses bras. Pas une étreinte raide et polie, une vraie. Et elle a dit « Je suis tellement désolée pour tout ça. Vous méritiez mieux de la part de cette famille, et vous méritiez certainement mieux de ma part. » Manon l'a serré en retour et a dit « Merci. » C'était il y a 3 mois. Ma mère a tenu parole. Mon père n'a pas annulé sa décision, alors elle a engagé la procédure de séparation. Mon père, l'homme qui contrôlait tout, ne pouvait soudainement plus contrôler la seule personne qu'il avait considérée comme acquise depuis le plus longtemps. Chloé m'a dit qu'il l'avait appelée en panique, lui demandant de faire entendre raison à leur mère. Chloé a répondu, elle est censée. C'est toi qui ne le es pas. Lucas a commencé à venir dîner un dimanche sur 2. Lui et Manon ont développé une amitié qui tourne principalement autour des disputes sur les parcs nationaux et de la consommation d'une quantité déraisonnable de tacos. Chloé et moi reconstruisons lentement. Elle devient la sœur que j'ai toujours souhaité qu'elle soit. Elle appelle maintenant. De vrais appels. Elle prend des nouvelles de Manon. Ma mère vient dîner le dimanche chez nous. Elle et Manon cuisinent ensemble pendant que je fais semblant d'aider, mais surtout que je goûte les plats. Elle a rencontré les parents de Manon, et ils s'entendent à merveille. Elle suit une thérapie et se découvre pour la première fois à 63 ans, et la regarder découvrir qui elle est en dehors de l'ombre de mon père a été d'une beauté inattendue. Quant à mon père, je ne lui ai pas parlé. Chloé dit qu'il est ébranlé mais têtu, ce qui est la description en 2 mots la plus exacte de Gérard que j'ai jamais entendue. Il est seul dans cette grande maison maintenant, dînant tout seul. Je ne me sens pas bien par rapport à ça, mais je ne me sens pas coupable non plus. Il avait une famille. Il avait un fils qu'il aimait,
Et il a tout échangé pour garder le contrôle. La conférence a conduit à d'autres invitations à prendre la parole. Le programme pilote de Manon a été lancé le mois dernier et les résultats sont supérieurs aux prévisions. Nous parlons de fonder une famille. Victor est gros et heureux et a revendiqué le côté gauche du canapé comme son royaume personnel. Je pense à ce dîner parfois, le papier plié, la veste, la main de Manon trouvant la mienne sous la table pendant que tout s'effondrait. Et je pense à ce qu'elle a chuchoté la nuit de notre mariage. Tu ne perds rien qui t'appartenait vraiment. Elle avait raison. Je n'ai rien perdu. J'ai juste arrêté de m'accrocher à ce qui ne m'avait jamais appartenu au départ. Et au moment où j'ai lâché prise, tout ce dont j'avais réellement besoin était déjà entre mes mains. Commentaire, il est parfois incroyablement douloureux de réaliser que les personnes censées nous soutenir inconditionnellement ne sont pas capables de le faire. Je crois profondément que poser des limites fermes n'est pas un acte d'égoïsme, mais un geste vital de respect envers soi-même. Choisir de s'éloigner d'un environnement toxique demande un courage immense, surtout quand il s'agit de ses propres proches. La véritable guérison commence au moment où nous arrêtons de courir après une approbation qui ne viendra jamais. Nous avons tous le pouvoir de construire notre propre bonheur en nous entourant de personnes qui apprécient notre véritable nature. Laisser la porte ouverte à ceux qui reconnaissent sincèrement leurs erreurs montre une grande maturité émotionnelle. Cependant, cette réconciliation doit toujours reposer sur des actes concrets et un véritable changement de comportement. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir aux relations qui nourrissent réellement votre paix intérieure. N'ayez jamais peur de protéger votre espace mental et de bâtir une vie qui résonne avec vos valeurs profondes. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre valeur ne dépend absolument jamais du regard des autres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.